Le détective Patrick Kennedy était un homme de grande taille, dont la simple présence suffisait à mettre les criminels mal à l'aise. Sa longue moustache et son allure autoritaire faisaient régner une certaine tension autour de lui. Il avait l'habitude de traiter avec des individus dangereux, mais un cas en particulier allait mettre à l'épreuve toute son expérience face aux criminels violents. Sur le dossier figurait le nom de Jeffrey Dahmer, suspecté d'avoir commis plusieurs types de crimes que Patrick n'aurait jamais cru possible. Par un étrange hasard, il fut aussi le seul à réussir à gagner la confiance de Dahmer, devenant ainsi le premier à entendre les détails macabres des actes commis par celui qui allait devenir tristement célèbre sous le nom de cannibale de Milwaukee. Permettez-moi de me présenter. Je suis Mac Kripsta et bienvenue dans un autre épisode effrayant d'Ossements perdus. Dans un instant, vous allez découvrir l'histoire de Jeffrey, telle que Patrick Kennedy l'a entendue en juillet 1991. Selon les mots du criminel lui-même, tout avait commencé en 1978. Cette année-là, Jeffrey vivait seul dans la maison familiale. Le soir du 6 juin, après être rentré de chez sa mère, il avait aperçu un jeune homme faisant du stop et lui avait proposé de passer la nuit chez lui. Ce jeune homme s'appelait Steven Hicks et il avait 19 ans. Ils burent quelques verres et discutèrent pendant des heures. Jeffrey apprécia énormément sa compagnie. Mais à un moment donné, Steven annonça qu'il devait partir. Jeffrey, ne supportant pas l'idée de le voir s'en aller et incapable de gérer ce qu'il ressentait, prit une décision terrible. Il saisit une haltère et frappa Steven à l'arrière de la tête. Puis il l'étrangla. Jeffrey cacha le corps dans le grenier, mais très vite l'odeur devint insoutenable. Il le descendit alors au sous-sol et le découpa en morceaux. Pour se débarrasser des restes, il les mit dans des sacs en plastique qu'il enterra derrière la maison parmi les buissons. Au fil des jours, Jeffrey commença à craindre que les enfants du quartier qui jouaient souvent à proximité ne tombent sur les restes. Il décida alors de les déterrer, puis broya les os et les dispersa dans la forêt voisine. Pour Patrick, entendre cette histoire directement de la bouche de Jeffrey fut un choc. Ce n'était pas comme lire un rapport ou écouter un témoignage. C'était le tueur lui-même qui décrivait sa toute première victime. Le détective se demandait à quel moment la vie de Jeffrey Dahmer avait basculé. Mais malgré cette interrogation, il savait que l'homme assis en face de lui était dangereux. À la fin de l'interrogatoire, Patrick comprit que tuer était la seule chose qui permettait à Jeffrey de se sentir normal dans la société. L'homme qu'il avait devant lui était unique, meurtrier, et l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire des États-Unis. À présent, revenons sur les premières années de Jeffrey, jusqu'aux événements qui l'ont conduit en prison pour son parcours macabre. Jeffrey Lionel Dahmer est né le 21 mai 1960 à Milwaukee dans le nord des États-Unis. Fils de Joyce Annette et de Lionel Herbert Dahmer, Jeffrey grandit avec un père chimiste analytique constamment accaparé par son travail. La grossesse fut difficile pour Joyce, mais après la naissance de Jeffrey, le couple eut un second fils, David Dahmer. Plus tard, la famille déménagea à Bath dans l'Ohio. Jeffrey avait alors 8 ans et devenait de plus en plus renfermé. Entre 10 et 15 ans, il ne montrait aucun intérêt pour les loisirs d'enfants, ni pour les relations affectives avec sa famille. Un soir pendant le dîner, il demanda à son père ce qui se passerait si l'on trempait des os de poulet dans l'eau de Javel. Lionel, enthousiaste, lui montra comment utiliser la Javel et d'autres produits pour conserver les os. À partir de 1970, Joyce fut hospitalisée à plusieurs reprises dans l'unité psychiatrique de l'hôpital général d'Akron pour des crises d'anxiété sévères. Cela affecta profondément Jeffrey qui ne comprenait pas vraiment ce que vivait sa mère. Ses premières années d'école furent marquées par une quête d'identité, mais il se sentait de plus en plus isolé. Ses camarades le traitaient d'étrange et se moquaient de lui avec cruauté. Jeffrey ne savait pas comment réagir. Il subissait les agressions d'élèves plus âgés sans jamais se défendre, malgré son gabarit imposant. C'est à cette époque qu'il commença à disséquer des animaux. Il les conservait grâce à ce que son père lui avait appris. Lors d'une de ses explorations, Jeffrey trouva un chien mort. Il ouvrit alors son corps pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, puis il planta le crâne sur un bâton dans les bois. Il y emmena un camarade, prétendant l'avoir trouvé par hasard, et ça, uniquement pour lui faire peur. Entre 1975 et 1976, il se mit à simuler des crises d'épilepsie, ce que ses camarades trouvaient drôle. Il l'encourageait même à recommencer. C'est à cette période qu'apparut le fan club de Dahmer, composé de 4 membres principaux, Mike, Neil, Kent et John Bagdorf, bien que d'autres adolescents en faisaient partie par intermittence. Jeffrey croyait qu'il était accepté, mais les moqueries persistaient, et il continuait à être vu comme l'étrange garçon du lycée. Des années plus tard,
John Bagdorf publia une bande dessinée dans laquelle il révéla que Jeffrey imitait les spasmes de sa mère, qui souffrait de convulsions à cause de ses médicaments. Lionel affirma que ces crises avaient commencé pendant la grossesse de Joyce, mais qu'elles avaient continué après la naissance de Jeffrey. Avec le temps, l'abus de médicaments et l'anxiété aggravèrent ces épisodes. Joyce développa par la suite plusieurs autres troubles émotionnels, qui auraient apparemment duré jusqu'à son départ du foyer en 1977. Ironiquement, les fausses crises de Jeffrey reflétaient peut-être la souffrance silencieuse que vivait sa mère au sein de la maison. À cette époque, Jeffrey vola un fœtus de porc dans le laboratoire de biologie de son lycée, ce qui provoqua un véritable scandale. Les années passèrent et personne n'assuma jamais l'acte. L'affaire fut alors classée comme une simple bêtise d'adolescent. À 15 ans, Jeffrey commença à avoir des pensées et des fantasmes violents. Pour essayer de les repousser, il découvrit l'alcool dont il devint rapidement dépendant, et tout cela avant même ses 18 ans. Chez lui, il passait le plus clair de son temps à faire du vélo dans le quartier à la recherche d'animaux morts à examiner. Certaines sources affirment qu'il aurait été victime d'abus de la part d'un voisin, mais cela n'a jamais été confirmé. Très jeune déjà, il consommait de l'alcool, et en combinant cela avec des difficultés scolaires et ses problèmes familiaux, il s'était construit un monde à part. Près de la maison, il avait même aménagé un petit cimetière pour les animaux qu'il trouvait. Il ne l'avait décoré ni de croix ni de statues, mais il y avait planté la tête du chien sur un pieu, enterrant les os autour et les conservant soigneusement. À cette période, des voisins voyaient souvent Jeffrey frapper les arbres avec des bâtons, surtout lorsque Lionel et Joyce se disputaient. C'était sa façon à lui d'évacuer sa colère. Au cours de ces longues beuveries, Jeffrey comprit qu'il était homosexuel, car ses fantasmes impliquaient toujours des hommes. Pour en avoir le cœur net, il vécut une brève relation avec un garçon de son âge. Il n'eut pas de rapport sexuel, seulement ce qu'il décrivit comme des baisers et des caresses intenses. Au lycée, personne ne soupçonnait son orientation sexuelle. Cela ne serait révélé que bien des années plus tard, lorsque ses crimes furent exposés au grand jour. Ses pensées tournaient autour de la soumission, un désir qu'il trouvait difficile à satisfaire. Après la fin de cette courte relation, il commença à associer ses fantasmes à ses pratiques de dissection. À 16 ans, Jeffrey fantasmait sur un homme qui courait chaque jour devant sa maison. Il rêvait de l'assommer pour satisfaire ses désirs. Et un jour, il se cacha derrière des buissons avec une batte de baseball prêt à agir. Mais ce matin-là, l'homme ne sortit pas courir. Ce fut la première fois que Jeffrey faillit passer à l'acte. Pourtant, il faudrait encore du temps avant de trouver une véritable occasion. En 1977, alors qu'il avait 17 ans, ses résultats scolaires étaient catastrophiques et il avait perdu tout intérêt pour l'école. C'est à ce moment-là qu'eurent lieu les élections du conseil des élèves. Et le fan club Dahmer inscrivit un personnage fictif nommé Al Rebo. John Bagdorf décrit cet épisode dans son livre comme le moment le plus marquant de l'année. Il se souvient que Jeffrey était devenu le visage de la campagne, criant régulièrement Rebo lors de mise en scène. À l'époque, John dessina plusieurs affiches qu'il accrocha dans tout le lycée. Mais l'administration découvrit la farce et disqualifia Al Rebo de la compétition. C'est alors qu'apparut le mouvement Rebo par acclamation. Curieusement, le personnage imaginaire incarné par Jeffrey reçut plus de votes que tous les autres candidats réunis. Malgré cela, les résultats furent annulés et une nouvelle élection eut lieu. Le fan club fut convoqué au bureau du directeur et sermonné. Et il est intéressant d'observer la place qu'occupait Jeffrey dans cette histoire. Dans d'autres circonstances, il aurait pu n'être qu'un adolescent de plus impliqué dans une plaisanterie entre camarades. Mais la réalité, c'est que personne ne le considérait vraiment comme un ami. Malgré tout, Jeffrey parvint à obtenir son diplôme. Et la même année, ses parents se séparèrent. Il se souvenait que même s'il n'avait jamais assisté à des violences physiques, il y avait toujours eu beaucoup de cris et de tensions à la maison. Il resta d'abord avec sa mère et son frère, David Dahmer. Mais après quelques mois, ils l'abandonnèrent tous les deux. Avant de partir, Joyce lui demanda de ne dire à personne qu'elle s'en était allée, pas même à Lionel. Jeffrey se retrouva alors sans nourriture, sans argent et avec un réfrigérateur en panne. Lionel vivait dans un hôtel à proximité tandis que Joyce était installée à Chippewa Falls, toujours dans le Wisconsin. C'est pendant cette période d'isolement que Jeffrey rencontra Steven Hicks, sa première victime au début de l'été 1978. Il conduisait quand il a aperçu le garçon faisant du stop pour se rendre à un festival de rock au parc de Chippewa Lake. Steven Hicks n'était pas homosexuel, ce que Jeffrey comprit rapidement après l'avoir invité à boire des bières chez lui. Plus tard, les parents de Steven ont décrit leur fils comme quelqu'un dont ils étaient fiers, malgré quelques problèmes classiques tels que l'alcool, la cigarette et des contraventions. Steven avait promis d'être à la maison pour l'anniversaire de son père, mais il n'arriva jamais.
Ta famille ne saurait ce qui s'était réellement passé que près de 13 ans plus tard. Après avoir ôté la vie au jeune homme, Jeffrey se débarrassa du corps à l'aide d'un couteau acheté dès le lendemain. En 1991, des enquêteurs retrouvèrent le lieu du crime et observèrent des taches de sang séchées sur le sol, les murs et au plafond. Jeffrey avait tenté de dissimuler les restes dans une canalisation située sur la propriété familiale, mais il se rendit vite compte qu'il devait régler le problème de l'odeur. Le 21 juin 1978, alors qu'il roulait en direction de la décharge de Hardy Road pour s'en débarrasser, il fut arrêté par un policier qui appela un renfort. Ils lui firent passer un alcotest. Étonnamment, Jeffrey n'avait pas bu ce soir-là. La police locale, typique d'une petite ville, ne posa aucune question sur les sacs poubelles présents dans la voiture et le laissa repartir. Ce contrôle routier le rendit nerveux au point de renoncer à se débarrasser du corps. Il fit demi-tour et rentra chez lui. Quelques mois plus tard, Lionel, qui s'apprêtait à se remarier, décida de rendre visite à son fils avec sa nouvelle épouse. Le couple découvrit Jeffrey vivant dans un état de totale négligence. Jeffrey survivait en se nourrissant de fast-food et de grignotage. Il semblerait que l'électricité ait même été coupée à cause de factures impayées. Durant cette période, il recevait la visite d'un groupe de jeunes perturbés qui utilisaient la maison pour consommer de la drogue, dont Lloyd Figg, un ancien camarade de lycée. Lors de l'une de ces soirées, Jeffrey aurait tenté une séance de spiritisme pour entrer en contact avec les morts, peut-être Stephen Hicks. Selon John Backdorf, cette information vient de reportages du Milwaukee Journal et du Milwaukee Sentinel. Le 30 juin 1978, Jeffrey dut à nouveau faire face au problème du corps de Stephen. Il retira la peau en décomposition, plaça les tissus et les organes dans des sacs poubelles qu'il déposa sur le trottoir pour la collecte. Les os furent mis dans un sac séparé et jetés dans une canalisation dont Jeffrey écrasa l'entrée à coups de masse. Les vêtements furent brûlés dans le barbecue et les bijoux jetés dans la rivière de Cuyahoga. Backdorf se rappelle aussi un souvenir d'août 1978, lorsque Lloyd Figg disait porter un secret lourd à garder. John ne sut jamais de quoi il s'agissait, mais aujourd'hui il se demande si cela concernait le sort de Stephen Hicks. La même année, des rumeurs coururent selon lesquelles Jeffrey et Lloyd avaient volé une voiture et parcouru la ville, renforçant leur réputation inquiétante. Après l'obtention de leur diplôme, plus personne ne souhaita garder contact avec Jeffrey, à l'exception de Lloyd. Tous deux étaient considérés comme étranges. Lionel comprit qu'il y avait quelque chose d'anormal chez Jeffrey, et il tenta de l'aider en l'encourageant à s'inscrire à l'Université d'État de l'Ohio. Il remarqua aussi que l'habitude de son fils de ramasser des animaux écrasés ne présentait aucune valeur scientifique et lui demanda d'y renoncer. Mais Jeffrey continuait à sortir avec des sacs dans les poches, ramassant les carcasses dans des zones isolées de la forêt pour les examiner. À cause de l'alcool, il n'arrivait pas à se concentrer sur ses études. Et lors d'une visite sur le campus, Lionel trouva son fils ivre, négligé et affalé dans sa chambre universitaire. En conséquence, Jeffrey abandonna l'université avant même la fin de son 4e semestre. En 1979, sous l'insistance de son père, il s'engagea dans l'armée. Il reçut une formation à Fort Sam Houston au Texas avant d'être transféré à Baumholder en Allemagne de l'Ouest. Les archives militaires décrivent Jeffrey comme un soldat sans histoire, ni particulièrement brillant ou problématique. Pourtant, il avait abusé de 2 camarades, droguant même l'un d'eux dans un véhicule blindé. Tous dans la compagnie savaient qu'il avait un sérieux problème d'alcool. En 1981, il fut renvoyé et reçut un billet d'avion pour la destination de son show aux États-Unis. Et il choisit Miami Beach en Floride. Il ne voulait pas rentrer chez lui ni faire face à la déception de Lionel Dahmer. Il avait déjà accumulé trop d'échecs, alors que son père espérait simplement qu'il remette sa vie sur les rails. En 1982, Lionel lui demanda de venir lui rendre visite. Avant de partir, Jeffrey récupéra les derniers os de Stephen et les écrasa sur un gros rocher derrière la maison dans les bois. Puis il dispersa les morceaux restants dans la forêt. Il alla vivre chez son père et sa belle-mère, aidant aux tâches ménagères, mais l'alcool restait un problème constant, au point qu'il fut arrêté pour consommation en public. Dépassé par la situation, Lionel lui proposa de vivre chez sa grand-mère à l'est du Wisconsin. Cette même année, il mit en vente l'ancienne maison familiale. Entre 1982 et 1986, Jeffrey tenta de se stabiliser. Il accompagnait sa grand-mère au service religieux du soir, mais peu à peu, elle commença à remarquer des comportements étranges. Un jour, elle découvrait un mannequin masculin volé caché dans un placard, mais aussi un revolver Magnum 357 sous le lit. Il y eut aussi ce jour où Jeffrey ramena un écureuil mort à la maison, avant de le dissoudre avec des produits chimiques empruntés à son père. Pendant cette période, il fut arrêté 2 fois, dont une pour comportement indécent près de 2 jeunes garçons.
De nombreuses années s'étaient écoulées depuis le premier meurtre, et Jeffrey semblait encore capable de se contenir. Mais en septembre 1987, il entra dans un bar gay et fit la rencontre de Steve Tuomi, âgé de 26 ans. Les deux hommes passèrent des heures à discuter, jusqu'à ce que Jeffrey réussisse à convaincre Steve de passer la nuit avec lui dans un hôtel à Milwaukee. La chambre fut louée pour une nuit, et en apparence tout semblait normal. Mais Jeffrey avait d'autres intentions. Il voulait droguer Steve et profiter de lui. Cependant, au petit matin, il le retrouva blessé et sans vie. Jeffrey ne se souvenait pas exactement de ce qui s'était passé, mais il savait qu'il avait mis fin à la vie du jeune homme. Pris de panique, il acheta une grande valise et y plaça le corps de Steve, puis le transporta jusqu'à la maison de sa grand-mère. Quelques jours plus tard, il découpa le cadavre, répartit les morceaux dans des sacs en plastique, puis broya les os avec une masse. Les restes furent jetés avec les ordures ménagères, tandis que la tête fut enveloppée dans une couverture. Plus tard, il la dissout avec des produits comme du Soilex et de l'eau de Javel, ne conservant que le crâne qu'il garda quelque temps avant de s'en débarrasser. Cet épisode marqua le retour du côté sombre de Jeffrey, un côté qui en réalité n'avait jamais disparu. Le mal se réveillait et sa fin allait dépasser toutes les limites acceptables, amorçant un nouveau chapitre d'horreur dans l'histoire de Jeffrey Dahmer. Avec le meurtre de Steve Tuomi, Jeffrey comprit que c'était ce genre d'acte qui donnait un sens à sa vie chaotique. Dans sa tête, ses désirs étaient simples mais mortels, et il se mit à chercher de nouvelles victimes. Avant cela, il consulta un médecin en se plaignant d'insomnie. On lui prescrivit des somnifères qu'il utiliserait en réalité pour droguer ses futures proies. Le 16 janvier 1988, sa prochaine victime fut James Dockstader, un garçon de 14 ans qui se prostituait. Jeffrey lui proposa $50 pour poser pour des photos et le jeune garçon accepta sans se méfier. Après la séance, Jeffrey le drogua et pendant l'acte, James s'affaiblit peu à peu jusqu'à ce qu'il soit étranglé. Le corps resta caché pendant près de 2 semaines jusqu'à ce que Jeffrey décide de le démembrer. Comme auparavant, il conserva uniquement le crâne. Le 24 mars 1988, Richard Guerrero, 22 ans, fut attiré par une offre similaire. $50 pour lui tenir compagnie. Jeffrey ne résista pas. Il le tua, le découpa et jeta les restes à la poubelle, ne gardant la tête que temporairement. 1 mois plus tard, il ramena un autre garçon chez sa grand-mère, mais elle entendit du bruit. Le lendemain, après avoir drogué le jeune homme, Jeffrey décida de l'emmener à l'hôpital. Le comportement étrange de Jeffrey ainsi que la mauvaise odeur poussèrent sa grand-mère à lui demander de partir. Il emménagea alors dans un appartement à l'ouest de Milwaukee, près de l'usine de chocolat Ambrosia où il travaillait. Le 26 septembre 1988, il fut arrêté pour avoir drogué et agressé un garçon de 13 ans. Il fut condamné à 5 ans de mise à l'épreuve et inscrit au registre des délinquants sexuels. Peu après, il retourna vivre chez sa grand-mère. C'est à cette période que Jeffrey fut de nouvelles victimes, dont Anthony Sears, qu'il tua le 25 mars 1990. Il conserva aussi la tête d'Anthony plus longtemps que toutes les précédentes. En mai de la même année, il s'installa dans l'appartement qui allait devenir tristement célèbre à Milwaukee, où il commettrait de nombreux crimes. À la fin du mois, il but par erreur la boisson qu'il avait destinée à endormir sa future victime. Il s'endormit et à son réveil, il s'aperçut qu'on lui avait volé $300, des vêtements et plusieurs objets. Quelques jours plus tard, sa prochaine victime fut Raymond Smith, 32 ans, également connu sous le nom de Rick Bix. Après l'avoir drogué et tué, Jeffrey prit des photos, fit cuire certaines parties de son corps et dissout les os dans un baril rempli d'acide dans son appartement. Il conserva le crâne aux côtés de celui d'Anthony Sears. Environ 1 mois plus tard, il tua Edward Smith âgé de 27 ans. Cette fois, il tenta de conserver plus que le crâne et il plaça le squelette entier dans le congélateur, mais finit par tout dissoudre dans l'acide. 3 mois plus tard, Ernest Miller, 22 ans, accepta l'offre de $50 que Jeffrey lui proposa. Faute de somnifères, Jeffrey dut l'attaquer directement. Il prit des photos suggestives avant de dépecer le corps. Jeffrey raconta qu'en pleine action, il embrassait le crâne de la victime, le caressait et grâce à ça se sentait fortement lié à lui. La chair de la cuisse d'Ernest fut conservée dans le réfrigérateur et le reste fut jeté à la poubelle. Le squelette fut trempé dans l'eau de Javel, tandis que le crâne fut congelé puis recouvert d'un vernis pour en assurer la conservation. 3 semaines plus tard, il tua David Thomas. Selon Jeffrey, il ne le trouvait pas aussi attirant que les autres et préféra donc en finir rapidement. L'année suivante, en février 1991, Jeffrey rencontra Curtis Strother, un jeune homme qui rêvait de devenir mannequin. Il utilisa la promesse d'un contrat de mannequinat pour le convaincre de venir chez lui. Mais en réalité, il l'étrangla. Certaines parties du corps furent conservées, notamment le crâne et d'autres fragments qu'il considérait comme des souvenirs.
Ces meurtres plongèrent Jeffrey dans un état d'anxiété profonde et de dépression. Il pensait au suicide plusieurs fois par jour. Parmi toutes ses victimes jusqu'en 1991, Errol Lindsay, 19 ans, fut le premier à subir ces expérimentations. En avril 1991, après l'avoir drogué, Jeffrey perça le crâne du jeune homme et y injecta de l'acide chlorhydrique. Son but était de le transformer en une sorte de zombie docile, obéissant à ses moindres désirs. Mais Errol se réveilla à un moment donné, encore conscient, et Jeffrey le tua alors. Il tenta de conserver la peau du jeune homme dans une solution d'eau froide et de sel, mais elle se détériora rapidement et il dut la jeter. À ce stade, les voisins frappaient déjà à sa porte pour se plaindre de l'odeur nauséabonde provenant de sa chambre et des bruits entendus la nuit. Jeffrey justifiait cela en disant que son congélateur était tombé en panne et que la viande avariée en était la cause. D'une façon ou d'une autre, il parvenait toujours à convaincre les voisins. Le 24 mai 1991, Tony Hughes, un homme sourd et muet, fut abordé par Jeffrey qui lui proposa 50 $ pour poser pour des photos. Après l'avoir drogué, Jeffrey l'étrangla. Le corps resta plusieurs jours dans la chambre avant d'être découpé. Quelques jours plus tard, Jeffrey rencontra Conerak Sintasamphone, un garçon de 14 ans à un arrêt de bus. Étrangement, Conerak était le frère d'un jeune impliqué dans l'affaire qui avait conduit Jeffrey en prison quelques années plus tôt. Un détail qu'il ignorait complètement. Conerak fut drogué et Jeffrey perça un petit trou dans son crâne pour y injecter de l'acide. Contre toute attente, le garçon se réveilla pendant que Jeffrey était dans la cuisine et parvint à s'enfuir dans la rue où la police le trouva désorienté. Les agents crurent avoir affaire à un adolescent ivre. Ils n'écoutèrent même pas ce qu'il disait. Jeffrey les rejoignit en prétendant que Conerak était désorienté. Sans poser plus de questions, les policiers lui remirent le garçon sans savoir qu'il venait de condamner un innocent. Le mois suivant, Jeffrey se rendit à Chicago pour la Gay Pride, connue sous le nom de Chicago Gay Pride Parade. En chemin, il fit la rencontre de Matt Turner et le persuada de le suivre jusqu'à Milwaukee. Après avoir payé les billets de train, Jeffrey emmena Matt Turner dans son appartement où il le drogua et l'étrangla. Il plaça ensuite sa tête dans un sac plastique dans le réfrigérateur. Quelques jours plus tard, il retourna à Chicago et fit la connaissance de Jeremiah Weinberger, alors âgé de 23 ans dans un bar. Séduit par la conversation, Jeremiah accepta de l'accompagner à Milwaukee. Là, ils eurent des rapports sexuels, et quand Jeremiah annonça qu'il allait partir, Jeffrey lui proposa un dernier verre. Le résultat fut le même que d'habitude. Jeremiah fut tué et sa tête resta dans le congélateur jusqu'à l'arrestation de Jeffrey. Encore quelques jours après, Oliver Lacey, 23 ans, fut à son tour étranglé. Jeffrey conserva le cœur et la tête d'Oliver dans le réfrigérateur, mit d'autres morceaux dans le congélateur et jeta le reste. Il conservait également le squelette qu'il tenta de préserver. Je reviendrai plus tard sur les ossements et les intentions précises que Jeffrey nourrissait à leur sujet. À ce moment-là, il fut licencié de l'usine de chocolat pour avoir accumulé plusieurs jours d'absence. Le 19 juillet, il fit la connaissance de Joseph Bradhorf à un arrêt de bus et Joseph venait tout juste d'acheter des canettes de bière. Lorsque Jeffrey l'aborda, une pluie se mit à tomber. Ils se rendirent ensemble à l'appartement où Joseph fut drogué puis tué. Jeffrey laissa le corps à côté du lit jusqu'à ce que des larves apparaissent. Ce soir-là, le réfrigérateur de Jeffrey contenait 3 têtes humaines. Il perdait pied. Et ce n'était plus qu'une question de temps avant que quelqu'un ne découvre ce qui se passait réellement là-dedans. 3 jours plus tard, sa dernière victime, celui qui parvint à s'échapper, fut Tracy Edwards, âgée de 32 ans. Jeffrey l'attira chez lui avec sympathie. Les deux hommes burent et discutèrent longuement. À un moment donné, Jeffrey demanda à Tracy de regarder ses poissons dans l'aquarium. Lorsque Tracy détourna la tête, Jeffrey lui passa une menotte au poignet. Mais Tracy réagit assez vite et empêcha que l'autre main soit attachée. Jeffrey le conduisit jusqu'à la chambre où Tracy aperçut plusieurs photos Polaroid accrochées au mur et un baril métallique d'où émanait une odeur insupportable. Au tribunal, Tracy raconta que Jeffrey avait posé sa tête contre sa poitrine, écoutant ses battements de cœur avant de lui dire qu'il comptait lui faire du mal. Essayant de gagner du temps, Tracy lui proposa de s'asseoir sur le canapé. Là, ils regardèrent le film L'Exorciste, et Jeffrey lui confia qu'il aimait les yeux du démon dans le film. Fait troublant, Jeffrey avait l'habitude de porter des lentilles de contact colorées pour ressembler à ce personnage lorsqu'il allait dans les bars. Ce détail suffit à Tracy pour comprendre qu'il devait impérativement fuir. Lorsque Jeffrey se leva pour aller chercher une bière et jeter un œil par la fenêtre, Tracy lui demanda s'il pouvait utiliser les toilettes. Il profita de ce moment de relâchement pour frapper son agresseur et s'enfuir de l'appartement. Dehors, il croisa 2 policiers en patrouille, Rolf Müller et Robert Roth. Après leur avoir brièvement expliqué la situation, ils acceptèrent de l'accompagner jusqu'à l'appartement de Jeffrey. La menotte encore attachée à son poignet constituait une preuve irréfutable qu'il s'était passé quelque chose.
Mais les agents ne pouvaient imaginer l'horreur qui les attendait dans le logement de l'apparemment sympathique Jeffrey Dahmer. Dès leur arrivée à l'appartement, Jeffrey les accueillit calmement et les invita à entrer. Il admit sans détour être celui qui avait passé la menotte à Tracy. Lorsqu'ils demandèrent où se trouvait la clé, il répondit qu'elle était près du lit. L'agent Ruff-Muller décida d'aller la chercher lui-même, malgré l'insistance de Jeffrey à vouloir s'en charger. Montrant son autorité, Muller se rendit dans la chambre. Là, il découvrit un couteau ainsi que plusieurs photos Polaroid montrant des corps démembrés. En regardant de plus près, il réalisa que certaines étaient accrochées au mur, et tout avait été pris dans la pièce où il se trouvait. Sans attendre, il cria à son collègue d'arrêter Jeffrey. Celui-ci tenta de résister, mais il fut rapidement maîtrisé par l'officier Robert Ruff. Les policiers commencèrent une fouille rapide et trouvèrent des sacs contenant des morceaux humains dans le réfrigérateur. Et sur l'étagère inférieure reposait la tête d'un homme afro-américain. En voyant la scène, Jeffrey déclara calmement « Pour ce que j'ai fait, je devrais être mort ». Des renforts furent appelés et l'appartement fut immédiatement bouclé. Lorsque l'équipe de la police scientifique arriva, elle découvrit 4 têtes humaines dans la cuisine et 7 crânes dans une armoire de la chambre. Dans les tiroirs se trouvaient des sacs remplis de cœurs et de muscles. Le congélateur contenait un torse humain ainsi que d'autres organes. Chaque recoin du logement cachait quelque chose. Dans une pièce, ils retrouvèrent 2 squelettes entiers et 2 organes génitaux conservés. Dans un fût bleu rempli d'acide, 3 torses démembrés flottaient. Le 23 juillet 1991, Jeffrey fut interrogé par les détectives Patrick Kennedy et Patrick Murphy. Les interrogatoires durèrent plus de 60 heures. Jeffrey renonça à ses droits et refusa la présence d'un avocat. Il avait déclaré « C'est moi qui ai créé cet enfer, alors c'est à moi d'y mettre fin ». Il avoua avoir tué 16 hommes entre 1987 et 1991 dans le Wisconsin, ainsi que Stephen Hicks en 1978 dans l'Ohio, soit un total de 17 victimes. Son obsession pour le pouvoir et le contrôle l'avait poussé à expérimenter une forme de lobotomie sur certaines de ses victimes, ce qui laissa les enquêteurs sans voix. Il expliqua déçu que beaucoup mouraient juste après l'injection d'acide dans le cerveau, et que les rares à survivre ne restaient en vie que quelques instants. Il confia les mots suivants. « Je suis obligé de me demander s'il existe une force maléfique dans ce monde, et si elle m'a influencé, même si je ne suis pas certain que Dieu existe. » Son plus grand fantasme était de construire un sanctuaire composé de crânes humains et de morceaux de corps, persuadé qu'il pourrait ainsi obtenir des faveurs de la part des démons s'ils existaient. Ces révélations élevèrent l'affaire à un niveau inédit pour les enquêteurs de l'époque. Le procès serait décisif, mais il restait encore beaucoup à découvrir sur la noirceur de l'esprit de Jeffrey Dahmer. Il fut décrit comme une combinaison de tueurs organisés et désorganisés, ce qui rendait impossible toute déclaration d'irresponsabilité pénale. En août 1991, Robert K. Ressler, ancien agent du FBI fraîchement retraité, fut sollicité pour conseiller la défense. Sa mission était de comprendre les motivations de Jeffrey et d'évaluer son état mental au moment des crimes. Pour cela, Robert se retrouva en face-à-face avec Jeffrey Dahmer, connu sous le nom de cannibale de Milwaukee. L'ancien agent décrivit sa voix comme grave et résonnante, apparemment posée et articulée, mais chargée d'une tension intérieure trahissant l'effort de se contenir. Au cours de leur entretien, Jeffrey révéla que ses désirs de dissection étaient apparus après avoir été harcelé à l'école. Lorsque Robert l'interrogea sur ce qui nourrissait ses fantasmes, Jeffrey répondit qu'il ne venait ni de films, ni de livres, ni d'aucune influence extérieure. Cela semblait selon lui venir de l'intérieur, d'un endroit qu'il ne savait pas nommer. Parlant de ses victimes, Jeffrey déclara « L'idée c'est juste de passer une nuit ensemble, mais il disait toujours qu'il devait aller travailler le lendemain. Moi, je ne voulais pas qu'il parte. » Tout tournait pour lui autour du contrôle total du corps de l'autre. Ce qui l'attirait le plus, c'était l'aspect physique de l'acte, notamment l'intérieur du corps humain. Quand Robert évoqua un possible lien avec l'occultisme, notamment que Jeffrey semblait construire un hôtel, il lui demanda si cela avait un rapport avec une quête de pouvoir. Jeffrey répondit qu'il fréquentait parfois des librairies ésotériques et qu'il achetait certaines choses, mais qu'il n'avait jamais réalisé de rituel avec ses victimes. Il admit que cela aurait probablement eu lieu dans les 6 mois s'il n'avait pas été arrêté. Son grand projet était ce qu'il appelait un centre de pouvoir. Une grande table entourée de crânes et de squelettes suspendus. Il pensait que ce lieu pourrait l'aider à atteindre un nouveau niveau de conscience en lui apportant réussite sentimentale et prospérité. À propos des photographies de ses victimes dans différentes poses, Jeffrey expliqua que c'était une manière de leur donner l'apparence qu'il désirait. Il ajouta qu'il souhaitait que les morts soient indolores et qu'il n'avait jamais eu l'intention de torturer qui que ce soit. Pourtant, à plusieurs reprises, il avait percé les crânes de ses victimes et injecté des liquides alors qu'elles étaient encore vivantes.
Tout cela démontrait bien l'écart entre ses croyances et la réalité cruelle de ses actes. Interrogé sur les faits de cannibalisme, Jeffrey évoquait à la manière d'un Hannibal Lecter qu'il mangeait certaines parties de ses victimes pour qu'elles fassent partie de lui. Si le geste était physique, l'intention était aussi émotionnelle et sexuelle. Concernant ses préférences, Jeffrey affirma qu'il s'intéressait uniquement aux hommes adultes de son âge, qu'ils soient blancs, noirs ou métis. Il expliqua que beaucoup pensaient à tort qu'il s'agissait d'une question raciale, alors que pour lui, chaque homme était différent. Il précisa que s'il avait davantage ciblé des hommes noirs, c'était simplement parce qu'il en croise plus souvent dans les bars gays. Mais plus tard, au cours de l'entretien, lorsqu'on lui demanda quel était son type idéal, Jeffrey reconnut qu'il préférait les hommes blancs, au physique athlétique qui correspondait davantage à ses désirs. Ses crimes étaient motivés avant tout par l'attirance physique. Les actes sexuels étaient commis sans consentement lorsque les victimes étaient inconscientes ou déjà mortes. Le critère de choix reposait toujours sur ce que Jeffrey trouvait excitant dans l'action elle-même, y compris lorsqu'on lui parla de boire du sang. Jeffrey raconta qu'il avait déjà tenté certaines expériences, mais uniquement par curiosité. Il précisa qu'il n'avait pas aimé cela et que ce n'était pas quelque chose qui le stimulait réellement. Même s'il fréquentait des lieux où il était probable de croiser des victimes potentielles, il déclara à Robert durant l'entretien que bon nombre de ces rencontres se faisaient de façon spontanée sans aucune préméditation. Ce détail est révélateur, car il suggère qu'à ses yeux, une part de la responsabilité incombait aux victimes, parce que d'après lui, c'était souvent elle qui engageait la conversation ou venait vers lui. À la fin de l'entretien, qui a été retranscrit dans le livre Mindhunter Profil 2, Robert Keressler conclut que Jeffrey Dahmer devait rester incarcéré jusqu'à la fin de sa vie, mais que l'endroit le plus adapté aurait été un établissement psychiatrique. Il considérait que Jeffrey était profondément malade, même s'il parvenait parfois à paraître rationnel et à expliquer ses gestes. Le 30 janvier 1992, Jeffrey Dahmer fut inculpé pour 17 meurtres. Il plaida non coupable pour cause d'aliénation mentale, mais le jury le jugea apte à comparaître et le déclara coupable de 15 chefs d'accusation. Il écopa d'une peine de 957 ans de prison, la peine maximale dans l'État du Wisconsin. Lors de sa dernière déclaration devant le tribunal, Jeffrey prit la parole pendant plusieurs minutes. Il déclara que ses efforts pour identifier les restes des victimes représentaient tout ce qu'il avait pu faire, et que cela ne valait finalement rien. Il ajouta qu'il éprouvait une profonde culpabilité pour ce qu'il avait fait aux familles et qu'il comprenait la haine qu'elles ressentaient envers lui. À la prison de Columbia Correctional Institution dans le Wisconsin, Jeffrey annonça s'être converti au christianisme. Le pasteur local Roy Radcliffe accepta de le baptiser, convaincu qu'il pouvait encore trouver une nouvelle voie auprès de Dieu. En prison, Jeffrey subit 2 agressions. La première eut lieu en juillet 1994, lorsqu'un détenu tenta de lui trancher la gorge alors qu'il rentrait dans sa cellule après un office religieux. La seconde se produisit le 28 novembre 1994, dans le gymnase de la prison. Jeffrey et un autre détenu furent violemment battus par Christopher Scaver, armé d'un manche à balai. Cette fois, l'attaque fut fatale. Jeffrey mourut le jour même, victime d'un traumatisme crânien. La famille Dahmer n'a jamais vraiment réussi à faire face aux crimes commis par Jeffrey. En 1994, Lionel Dahmer publia un livre intitulé A Father's Story, dans lequel il reconnaissait ne pas avoir prêté suffisamment attention à son fils. Il avoua avoir perçu certains signes de changement, sans jamais avoir réagi. Joyce Annett consacra une grande partie de sa vie à aider les personnes atteintes du sida. Après la mort de Jeffrey, elle déclara publiquement « Tout le monde est satisfait maintenant ». Elle ne donna plus jamais d'interview. Joyce mourut le 27 novembre 2000 des suites d'un cancer. David Dahmer, le frère de Jeffrey, changea de nom et vit depuis dans l'anonymat complet. Les anciens membres du fan club Dahmer prirent des chemins très différents. Mike devint professeur dans une université du Midwest, Kent devint fonctionnaire et Neil devint un entrepreneur prospère. Le leader du groupe, John Bagdorf, devint un dessinateur reconnu, notamment pour son ouvrage Mon ami Dahmer, qui a largement inspiré la création de ce récit. Il affirma que s'il avait su ce qui se passait réellement dans la tête de Jeff et toute la destruction à venir, il aurait évidemment agi. Mais comme il l'ignorait, il y a du regret mais pas de culpabilité. John se demande encore où étaient les adultes à cette époque. En 2007, des éléments apparurent liant possiblement Jeffrey Dahmer au meurtre d'Adam Walsh, survenu en 1981. Le corps de l'enfant avait été retrouvé sans vie, victime de strangulation et présentant des signes de violence extrême. Le crime avait eu lieu à la même période où Jeffrey vivait à Miami en Floride. Pourtant, les enquêtes confirmèrent que le véritable responsable était Otis Toole, qui avoua le meurtre et fut officiellement reconnu coupable. Encore aujourd'hui, les crimes de Jeffrey Dahmer hantent la mémoire collective. Il est considéré comme l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres des États-Unis. La majorité de ses victimes étaient des personnes marginalisées, souvent ignorées par la société.
Et dans de nombreux cas, les préjudices liés à l'homosexualité avaient même empêché que leur disparition soit signalée à la police. Pour Jeffrey, ces crimes lui donnaient l'illusion que sa vie avait plus de sens, qu'elle devenait soudain plus intéressante, voire gratifiante. Mais à bien y regarder, on comprend aussi qu'il luttait désespérément pour conserver un semblant d'humanité, menant un combat intérieur comme une perte de contrôle toujours plus grande. C'est un combat qu'il a fini par perdre, entraînant non seulement la tragédie de dizaines de victimes innocentes, mais aussi sa propre destruction.